Vous ne le savez peut-être pas, mais sur les 96 préfectures que compte la France, 59 sont héritières des villes antiques. Et qui dit ville, dit citadin. Aujourd'hui, 3 Français sur 4 vivent en ville. Comment tout cela a-t-il commencé? C'est ce que je vous invite à découvrir dans les Bouches-du-Rhône. Arles est l'une des premières villes romanisées de Gaule. Elle en garde de magnifiques vestiges. Depuis un an, les archéologues fouillent un ensemble de maisons urbaines de cette Arles antique. Bonjour. Bonjour, est-ce que je peux vous rejoindre? Oui, bien sûr, vous ne marchez pas juste sur les éléments de plafond ici, juste sur la mosaïque. Là, je peux. Là, vous pouvez, c'est bon. Sur la mosaïque, je peux. Bon, bah écoutez, c'est superbe ici. Ah oui, on se régale, en effet. Là, on est dans une pièce qu'on vient de mettre au jour, qui a tous les éléments de décoration typiques de l'architecture d'une maison romaine. À commencer par cette mosaïque de 25 mètres carrés, la 6e découverte sur ce terrain de fouilles. Dans ce panneau-là, c'est un panneau rectangulaire. On a un mélange de carrés dans lesquels sont imbriqués ce qu'on appelle des nœuds de Salomon. Ouais. Et puis une alternance de losanges. Et à côté de ce panneau rectangulaire, on a un panneau carré, encadré par ce qu'on appelle un guillochi, donc une sorte de tresse polychrome. Très belle mosaïque géométrique, d'autant plus que dans ces cercles concentriques, on a des triangles qui, imbriqués les uns dans les autres, forment d'autres arcs de cercle, donnant un effet d'optique un peu à la Vasarely. Ah ouais, c'est magnifique. On est vraiment dans une déco 100% romaine. Tout à fait, oui, oui. Un peu plus loin, les archéologues ont découvert un autre élément de décoration typiquement romain. Des enduits peints qui recouvraient les murs à l'époque romaine. Ce qui est surprenant, voilà, c'est déjà l'état de conservation des pigments qui sont vraiment dans un excellent état. Et en plus, la précocité de cette peinture, puisque donc, on a fait appel à un spécialiste des enduits peints et il peut rattacher ça au 1er siècle avant notre ère. On est vraiment au début de la romanisation de Arles. Oui, voilà, c'est tout à fait ça. La phase de l'établissement de la colonie romaine. Ouais. Et donc on savait que le secteur était urbanisé, mais jusqu'à présent on ne le voyait que sur des petites fenêtres. Et là on a la confirmation flagrante en effet que le secteur est vraiment urbanisé et en plus avec tout l'appareillage romain et les décorations typiquement romaines qui vont avec. Partout en France, les archéologues ont retrouvé des vestiges urbains similaires à ceux d'Arles. Ils montrent que juste après la conquête de la Gaule, en 52 avant Jésus-Christ, l'Empire romain lance un grand mouvement d'urbanisation. La Gaule est réorganisée en 4 provinces administrées par Rome. La Narbonnaise, l'Aquitaine, la Lyonnaise, et la Gaule belgique, qui inclut à l'époque une partie de la Belgique actuelle. La plupart de nos villes voient alors le jour. Les capitales de région d'abord, Narbonne, Bordeaux, Lyon et Reims, auxquels il faut ajouter près de 90 chefs-lieux. Elles sont toutes construites sur le modèle de Rome, avec un plan orthonormé, les rues se croisant toutes à angle droit, et des monuments publics symbolisant la puissance de l'Empire. On peut imaginer que pendant les 50-60 premières années de notre ère, on a à l'échelle du territoire un vaste chantier en fait. On a véritablement une sorte d'effervescence, on pourrait presque le dire comme ça, de construction, d'organisation, de mise en place en fait de réseaux dans le territoire, des routes, des ports, des villes, des petites villes, des moyennes villes, des grandes villes, qui va bien évidemment assurer d'une certaine manière une nouvelle économie aussi à ces territoires, dans tous les sens du terme, à la fois pour les populations qui y résident, mais en même temps aussi bien évidemment pour tout ce que ça va ouvrir comme débouché pour les populations romaines d'une part, mais aussi à l'échelle de l'Empire.
Grâce à ces fouilles, les archéologues ont la confirmation que ces maisons urbaines étaient confortables. Les murs sont plus résistants grâce à l'importation des techniques de maçonnerie romaine. Les plus riches disposent aussi de l'eau courante. On arrive dans un espace à ciel ouvert comportant un bassin en 3 parties. Et donc c'est un bassin monumental et seulement un bassin d'agrément. On voit une petite empreinte ici, qui est en fait l'empreinte d'une canalisation en plomb qui arrivait jusqu'ici, qui permettait de faire un jet d'eau. Donc on avait cet espace avec le jet d'eau. De même que dans cet espace ici, dans la partie sommitale du mur, on voit une empreinte qui permet également de restituer une canalisation qui pouvait déboucher ici et faire un jet d'eau sur la partie sommitale du mur. Est-ce qu'il y avait l'eau courante avant l'arrivée des Romains? Non, il est vrai que ce sont les Romains qui ont permis l'arrivée de l'eau courante. C'est quand même une révolution. Ah oui, c'est une totale révolution, ça c'est sûr. Les archéologues ont mis au jour les réseaux hydrauliques des Romains. Les aqueducs se présentaient sous la forme de conduits souterrains maçonnés. Ils permettaient d'acheminer l'eau au cœur des villes. L'aqueduc de Nîmes, par exemple, parcourait 50 km depuis sa source. Pour que l'eau s'écoule sous pression, il fallait maintenir une pente régulière et faible tout au long du tracé, et donc faire face aux obstacles topographiques. Ainsi, pour que l'aqueduc de Nîmes puisse franchir la vallée du Gardon, il a fallu construire le pont du Gard, à 48 mètres du sol, le plus haut pont-aqueduc connu du monde romain. L'eau était ensuite stockée dans des châteaux d'eau, avant d'être redistribuée dans toute la ville grâce à un réseau de tuyauterie en plomb ou en bois. Ces aqueducs vont se doubler aussi de tout un réseau d'adduction d'eau au cœur des villes, dans les thermes aussi en particulier, puisque bien évidemment là il faut la plupart du temps de l'eau et de l'eau courante, et même parfois de l'eau chauffée, donc on a aussi la mise en place de systèmes de chauffage qui vont permettre d'avoir de l'eau froide, mais aussi de l'eau chaude. Et on peut imaginer que dans certaines maisons privées, c'était également le cas. Ici, les archéologues ont la preuve que les citadins disposaient également du tout à l'égout. Là, je suis dans la rue. Nous sommes dans la rue. Bon, nous allons rentrer dans la maison, mais bon, par un mur, tant pis. On traverse les murs. On traverse les murs. On n'est pas. C'est l'avantage. 2000 ans après, on peut. Voilà, pour regarder les éléments que nous avons trouvés ici. Parce qu'ici, vous avez des éléments qui sont liés à la gestion de l'eau dans la ville romaine. Notamment ici, à cet endroit, vous avez un égout, une canalisation. Ah oui. Vous voyez, qui est installée sous le dallage de la rue. Et donc l'eau court dans des canalisations. On en a une qui est juste ici. Vous voyez, oui, on voit encore bien. On la voit très bien, qui est fabriquée avec des tuiles qui sont réutilisées pour faire courir l'eau. Et cette eau allait se jeter dans l'égout qui est sous la voie. Pour faire fonctionner ces égouts, les Romains avaient trouvé un système ingénieux. Les gens vont chercher de l'eau aux fontaines publiques et elle déborde en permanence. Et c'est le génie romain qui fait que cette eau qui déborde, qui est faite pour alimenter les gens, sert également à mettre en place un procédé hygiéniste, puisqu'on a des égouts directement installés sous les rues et que ces égouts sont drainés en permanence. Donc on a une ville qui est propre et tous les déchets sont évacués en permanence. C'est le tout à l'égout à la romaine en fait. C'est le tout à l'égout, c'est-à-dire que nous on a mis à peu près 1700 ans à le réinventer. On sait que dans des grandes villes comme Paris ou comme Marseille, le tout à l'égout est arrivé dans les années 50, 1950. Donc vous voyez, on n'a rien inventé, on a réinventé ce que les Romains connaissaient déjà. Ça a disparu à une certaine époque? Oui, pendant très longtemps, oui, parce que ça nécessite notamment une puissance publique en place, qui ait les moyens financiers de gérer, de le penser, et il faut l'entretenir, donc il faut des moyens. Et ça n'a pas toujours existé. Toutes les villes de toutes les provinces de l'Empire sont construites selon ces règles d'urbanisme. Les Romains vont aussi doter les villes de monuments publics identiques à ceux de Rome. Les archéologues en fouillent régulièrement les vestiges. C'est à travers l'un d'eux, le Forum, que l'Empire exprime son pouvoir sur tout le territoire. Pour ma deuxième étape, direction le nord. C'est à Bavay, une petite ville de 3500 habitants, à plus de 1600 km de Rome, que des archéologues ont découvert l'un des plus grands forums de l'Empire. Un ensemble monumental où sont concentrés tous les pouvoirs.
Alors là, on vient d'entrer dans le forum, c'est ça? Ça y est, vous y êtes. Nous marchons sur les dalles antiques qui ont 2000 ans. Elles ont subi les outrages du temps, mais en tout cas, ce sont bien les dalles d'il y a 2000 ans. À quoi est-ce qu'on voit l'importance de ce forum? Alors, à ses dimensions, tout simplement, puisque face à nous, on a 240 mètres de long et 110 mètres de large. C'est un des plus grands forums de l'Empire. On se trouve à un point névralgique important entre Boulogne et Cologne. À Bavay, il y a 7 chaussées romaines qui se croisent, ce qui est quand même important, ce qui permet d'irriguer tout le territoire du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et donc Bavay était vraiment un lieu d'échanges commerciaux, militaires, ça circulait certainement beaucoup. Ce forum a été fouillé presque en intégralité. Et les archéologues ont travaillé sur sa reconstitution. Voici à quoi il devait ressembler. Rome y concentre tous les pouvoirs. Il est donc placé au cœur de la ville, au carrefour des 2 axes principaux, le Cardo, du nord au sud, et le Decumanus, d'est en ouest. Il se compose d'une vaste esplanade rectangulaire, autour de laquelle s'organisent des bâtiments publics. À une extrémité se trouve le temple, dédié au culte de l'empereur. À l'autre, la basilique, ici en construction, où se règlent les affaires judiciaires. Et juste à côté, la curie, où siègent les magistrats de la cité. C'est l'équivalent de notre conseil municipal actuel. Tout autour du forum se trouvent de nombreuses boutiques en enfilade. En voici les vestiges, mis au jour par les archéologues. Alors, on n'emprunte évidemment pas l'accès de l'époque. Oui, autrefois, on serait passé là. On serait passé plus à droite, ici, sur le grand trottoir qui longeait les boutiques. Et alors ici, qu'est-ce qu'on vendait? Tout un tas de choses, des denrées alimentaires, des vêtements, des céramiques. À Bavay, on produisait de la céramique. On en a retrouvé en quantité. Ah oui. Ici, vous avez une cruche en forme de petite fleur avec un personnage ici. Et on avait les choses beaucoup plus simples, voilà, une assiette typiquement romaine avec la marque du potier qui l'a réalisée. Parfaitement conservé en plus. Oui. Donc on venait ici pour faire ses courses en quelque sorte. C'était le centre commercial aussi. C'est ça, hein, avec à peu près 60 boutiques. 60 boutiques. Voilà, donc un vrai centre commercial avant la lettre. Au forum, l'activité commerçante est donc intense. Là, on a quitté la partie commerciale, hein, on est dans la partie vraiment administrative. On est vraiment à l'intérieur du forum, dans la partie plutôt administrative. C'était une promenade abritée sous des grandes arcades. Ah oui, donc là, il faut imaginer des arcades. Vous avez des piliers à votre droite, à votre gauche, et donc ça retombait comme cela. Et alors, qu'est-ce qu'on y faisait concrètement ici, dans ces bureaux? En fait, ce sont les activités de banque ici, où on échange l'argent, où on vient chercher son argent. J'ai ici rapporté une monnaie qu'on a retrouvée sur le site de Bavay. Donc, c'est un maximin qui représente l'empereur. Profil de l'empereur. Et sur son revers, on a une représentation de la Providence, symbole de prospérité. De bonnes affaires. Voilà. Donc on faisait des affaires, c'est aussi un centre d'affaires. On faisait des affaires politiques et commerciales. Et justement, pour ces affaires commerciales, il fallait quand même réguler un peu ces activités-là. Et on imagine que sur le forum de Bavay et dans d'autres forums, on pouvait avoir une sorte de poids public où l'on venait faire peser légalement ces denrées, puisque on a retrouvé... Alors, vous avez les poches pleines de j'ai trésors. les poches pleines de trésors. On a retrouvé des petits pois. Donc celui-ci, il est l'équivalent d'une livre. On voit d'ailleurs ici le chiffre romain qui donne la valeur. Le 1 romain. Voilà. Et on avait des endroits qui s'appelaient des pondérariums où on venait mettre, par exemple, du blé dans une grande vasque qui correspondait à une valeur qui était établie. Et du coup, là, on avait le poids juste. Au centre du forum, les archéologues ont mis au jour ces dalles qui pavaient l'esplanade, la grande place publique. C'est ici que les citadins se réunissaient pour discuter et écouter les discours des hommes politiques en campagne électorale. Car le citadin est aussi citoyen.
Grâce au texte, les archéologues savent qu'il faut attendre 212 pour que tous les hommes libres de l'Empire accèdent à la citoyenneté romaine, à l'exception des esclaves et des femmes. Le citoyen romain a des droits politiques, celui de voter aux élections locales, mais aussi d'être élu magistrat. Il a le droit de propriété, de mariage légal, d'acheter et de vendre, ou encore d'intenter une action judiciaire. Il a aussi des devoirs, le recensement et la taxe sur les successions. Désormais citoyen, le Gaulois devient romain jusque dans son nom. La citoyenneté passe bien évidemment par le nom. Les Gallo-Romains vont adopter la trianomina, le prénom, le nom gentilis et le surnom. Ce qui caractérise la Gaule romaine, c'est surtout le surnom, parce que les surnoms vont souvent être les anciens noms gaulois qui vont se pérenniser à travers cette trianomina. On a un certain nombre d'exemples en Gaule de ces trianomina dont l'on voit très bien que les familles auxquelles appartiennent les Gallo-Romains sont des familles d'origine gauloise. Un autre monument public va permettre à l'Empire de romaniser la Gaule, l'amphithéâtre. Les citadins s'y rendent pour assister au combat de gladiateurs. Un spectacle fascinant sur lequel l'archéologie expérimentale porte un regard novateur. Pour ma dernière étape, je retourne en Arles. L'amphithéâtre d'Arles est l'un des mieux conservés de Gaule. Imaginez que nous sommes il y a près de 2000 ans. La ville se vide de ses habitants, tous se rendent dans l'amphithéâtre pour assister aux Jeux. Alors aujourd'hui, on peut se faire une idée de cette scène, mais une troupe d'archéologie expérimentale a décidé d'aller plus loin. Ils recréent des combats de gladiateurs. Édifié à la fin du 1er siècle de notre ère, cet amphithéâtre de plus de 11 000 mètres carrés pouvait recevoir jusqu'à 25 000 spectateurs. Le spectacle était gratuit et ouvert à tous. Ici, une troupe d'expérimentateurs travaille en étroite collaboration avec une historienne. Ils reconstituent les armes, mais aussi les techniques de combat des gladiateurs. Quelles sont vos sources d'inspiration pour recréer ces panoplies? Ces dernières décennies, on a eu énormément de fouilles qui ont apporté des objets archéologiques, des mosaïques, des fresques, des lampes à huile, des tuyauteries en plomb, des bijoux à l'effigie des gladiateurs. On a vraiment l'ensemble des objets de la vie quotidienne des Romains qui sont décorés à l'image des gladiateurs. Et avec ces 1600, 1700 documents, aujourd'hui, ça nous donne un éventail très très large de comment étaient équipés les gladiateurs et comment ils combattaient. Grâce à l'expérimentation, les archéologues ont beaucoup appris sur les postures et les déplacements des gladiateurs pendant le combat. Ils ne peuvent avoir qu'un seul type d'adversaire, car chaque arme est pensée en réponse à celle de l'autre. Si vous avez le casque, quand vous vous tenez droit, vous êtes comme ça, et là, vous n'êtes pas protégé. Vous vous tenez en combat, il est comme ça. Il est plat, et ça qui protège les carotides. Et ça, c'est technique. Ça nécessite un placement technique très très particulier. Il faut connaître ce placement. Ça ne peut pas être le fait du hasard. C'est extrêmement lourd. Ça fait 8 kilos. 8 kilos, 8 kilos, 8 kilos sur la tête. Ouais. Ça nécessite de l'entraînement, de la persévérance, et c'est pour ça que les écoles de gladiateurs ont des entraîneurs qu'on appelle les doctores. Parfois plusieurs doctores pour chaque type d'armatoré, parce que, un peu comme aujourd'hui, on va avoir dans certains sports des spécialités pour, par exemple, les attaquants ou les défenseurs au football. Ben là, c'est pareil, on va avoir des spécialités, et donc il va falloir des entraîneurs spécialisés. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement pointu, la gladiature, et sans l'expérimentation, on ne peut pas la comprendre correctement, on ne peut pas comprendre ses aspects techniques et donc tout ce que ça implique d'un point de vue financier et donc d'un point de vue social. Et pour les historiens, c'est primordial de le savoir pour pouvoir replacer la gladiature correctement dans son contexte de l'époque et pas comme ça au hasard.
crois qu'on a une fausse idée hein, sur les gladiateurs. On croit tous, en gros, hein, que ce sont eux les condamnés à mort et qui sont là pour mourir. Et en fait, je crois que ce n'est pas du tout le cas. L'aboutissement de tout ça, c'est on comprend avec cette technicité que forcément il faut des gens entraînés. Si c'est des gens entraînés, il faut qu'ils durent. S'il faut qu'ils durent, il ne faut pas qu'ils soient condamnés. Si vous avez des pauvres bougres qui sont là, qui ne savent pas quoi faire, qui ne savent pas combattre, ben, le public va s'en désintéresser. Hein, donc c'est vraiment un sport-spectacle de professionnels et non pas de condamnés. Et ça, c'est intéressant dans l'approche de la compréhension de la société romaine. Car pour les archéologues, c'est un spectacle, oui, mais politique. On trouve des amphithéâtres comme celui-ci partout dans le monde romain. Et dans tous ces édifices, on va trouver le même spectacle à chaque fois. Ça permet à toutes ces populations fraîchement intégrées dans l'Empire, les Gaulois, on a les peuples daces, les peuples égyptiens, on a les peuples ibériques. Tous ces peuples sont très différents de base, avec des langues différentes, avec des religions différentes, mais qui sont dans un même empire. Et donc pour pouvoir unifier toutes ces populations à l'Empire, à une religion d'Empire, à une politique d'Empire, on va passer par le biais des combats de gladiateurs, par le biais de l'amphithéâtre, qui va permettre à tous ces gens de se sentir pleinement romains et donc d'accepter la politique romaine. C'est donc aussi par les loisirs que passe la propagande impériale. Grâce aux fouilles des grands monuments publics, les archéologues savent que les loisirs occupaient une place très importante dans la vie des citadins. En Gaule romaine, on consacre sa matinée au travail, le négocium. L'après-midi, c'est le temps des loisirs et de la culture, l'otium. Le citadin peut se rendre à l'amphithéâtre, mais aussi au théâtre pour voir des tragédies et des comédies. Au cirque, il assiste aux traditionnelles courses de chars. Quant au terme, il s'agissait de bains publics où l'on pouvait aussi faire du sport ou écouter de la musique. Au pied des gradins, les vestiges de ce mur antique ont particulièrement attiré l'attention des archéologues et de l'historienne. Contrairement à ce qu'on peut voir dans les films hollywoodiens où on voit toujours l'empereur qui organise tous ces jeux, ce qui peut être vrai à Rome, en province, ça va être plutôt des magistrats locaux qui vont organiser ces jeux. Cette inscription nous parle d'un riche magistrat qui s'appelle Caius Julius Priscus, qui était candidat au Douumvir, donc c'est le poste du maire actuel de la cité. Et pour faire sa propagande politique, il a mis en place dans l'amphithéâtre d'Arles le podium. Donc c'est cette partie-ci. Et sur ce mur, on voit une inscription, Caius Julius Priscus, pour parler de son offrande, de son œuvre de mécénat. Ces lettres font 25 cm de haut en moyenne. Et on voit bien qu'elles sont en creux parce qu'elles étaient peintes en rouge à l'intérieur, ce qui permet à tous les gens de l'édifice pendant le spectacle de voir l'inscription et de voir que c'est Caius Julius Priscus qui a mis en place cette inscription et ce podium pour son élection au poste de Douumvir. Oui, et 2000 ans plus tard, elle est toujours là. Donc 2000 ans c'est de plus la tard, propagande voilà. durable. C'est ça, c'est assez durable. 2000 ans plus tard, on a encore des traces de cette inscription sur le podium de l'amphithéâtre d'Arelate. Persévérate, continuez, persévérate. Persévérate, continuez. On l'a vu, la ville est au cœur de la romanisation de la Gaule, par son architecture, son organisation politique et économique, mais aussi par les jeux qui sont organisés. Tout est fait pour que le citadin se sente citoyen de l'Empire. Le gallo-romain est né.